les constats qui ont sorti de ça, puis c'est ce que je vois aussi souvent, c'est pas nécessairement les chiffres, mais c'est les discussions autour que les gens veulent éviter. Autant employés, gestionnaires, c'est complexe les salaires, c'est sensible les salaires. Si on a, comme tantôt tu parlais de perception, si on a la perception, disons qu'on gagne plus qu'un de nos collègues, puis qu'on apprend que finalement lui ou elle gagne plus que nous, mais c'est sûr que ça peut être démotivant aussi à ce moment-là. Donc c'est vraiment sensible. Mais il y en a des belles histoires, pas encore beaucoup, parce qu'il y a justement, récemment, on vient de faire une enquête sur les avantages sociaux, puis il y avait un bout sur la transparence, puis il y a encore 53% exactement des employeurs qui ne partagent pas d'informations salariales à leurs employés. Donc, il y en a beaucoup, puis c'est une enquête pour les PME, mais la grande entreprise, c'est la même chose. Donc, il y a encore, puis ça fait des années qu'on parle de ça comme tendance, la transparence et tout, mais tout ça pour dire que même les études récentes, c'est Harvard Business School, c'est pas... c'est quand même très sérieux. Ça démontre que même pour des employés, ils sont pas prêts encore à parler ouvertement de ça. Puis ils ont même découvert aussi que les gens préféraient avoir accès à l'information, disons, de le voir sur Internet, que d'en discuter avec les collègues. D'où les fameux Glassdoor, LinkedIn Salary. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver, bien sûr, et que vous avez probablement fouillé sur le web. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 59. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Re-bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Épisode spécial parce que on vient de débuter l'année. Premier épisode de 2021. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Je sais que c'était assez différent cette année qu'est-ce qu'on a toujours connu. Mais bon, moi j'avais utilisé comme mot pour décrire 2020 le terme agilité et je pense que bon, on s'adapte en espérant que cette année va nous révéler des belles surprises. Alors aujourd'hui, on lance cette année de podcast avec un sujet que je trouve hyper intéressant et que vous allez peut-être trouver de prime abord un peu différent de ce qu'on a discuté par le passé parce que je veux parler beaucoup de un concept qui est beaucoup plus compris en termes d'employabilité, de salariat, etc. Mais je pense que ça s'adresse à nous toutes, qu'on soit entrepreneurs, salariés ou qu'on oscille entre les deux ou qu'on ait les pieds dans les deux mondes. Et j'ai nommé bien sûr la rémunération globale. La raison pourquoi je voulais parler de rémunération, c'est que la question de est-ce que en tant que femme on doit encore travailler vers l'équité salariale? Est-ce que il y a encore des enjeux au niveau d'être sous-payé, d'être mal représenté en tant que professionnel, pour notre expertise, etc. C'est quand même une question qui est très top of mind. Je l'ai souvent en tête, puis je lis beaucoup sur le sujet. Et j'avais envie d'en discuter avec une professionnelle, dans le fond, quelqu'un qui en a fait son expertise, pas nécessairement juste relié aux femmes, mais vraiment par rapport à tout ce qui est rémunération et comment les entreprises peuvent être peut-être un peu plus éthiques à ce niveau-là. Et j'étais tombée sur une publication LinkedIn, dans le fond, de mon invitée, où elle parlait beaucoup de transparence. Et en réfléchissant à qu'est-ce que j'imaginais ou comment je percevais la transparence au niveau de la rémunération, je voyais vraiment des belles portes s'ouvrir pour tout ce qui est, justement, se faire rémunérer à sa juste valeur, avoir peut-être un peu moins d'inconfort à l'idée de parler d'argent et travailler tout ce qui est autour du money mindset, mais pas seulement
au niveau personnel, mais vraiment collectif. Alors, j'ai invité sur le show Mélissa Pilon, qui est CRHA, elle a aussi un DESS en gestion. Elle est fondatrice et experte de conseil en rémunération dans son entreprise qui s'appelle Rémunération Eco. Mélissa détient un baccalauréat en gestion des ressources humaines et un diplôme de 2e cycle en administration des affaires. Professionnelle en ressources humaines depuis plus de 15 ans, elle se spécialise en rémunération depuis 2007. Son expérience au sein de grandes entreprises issues de secteurs variés lui permet de comprendre rapidement les divers contextes d'affaires et organisationnels. Elle a assisté à titre de consultante plus de 300 organisations dans divers dossiers ayant trait à la rémunération. Et comme je vous dis, elle a une présence assez active sur LinkedIn. C'est super intéressant de la suivre, même si vous êtes entrepreneur, parce que, et c'est ça un peu le point que je voulais faire, c'est que, bon, je pense pas que toutes celles qui m'écoutent, toutes vous qui m'écoutez, êtes nécessairement entrepreneur. Vous êtes peut-être justement comme moi, vous avez passé cette transition-là en restant à l'emploi, mais tu sais, moi, je suis de l'idée que il y a pas un monde, tu sais, on est juste entrepreneur ou on est juste salarié. Je pense qu'il y a un monde fluide dans lequel on doit quand même comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, surtout si, bon, notre entreprise, éventuellement, elle va croître, peut-être qu'on va nous aussi engager, puis on veut défaire ces mauvaises pratiques-là qui ont peut-être créé plus d'injustice au niveau de certaines personnes en position plus vulnérable ou personnes de minorité visible ou des personnes justement comme, bon, les femmes qui auraient pu être victimes ou, bon, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais de pratiques en termes de rémunération qui seraient injustes. Alors voilà, dans l'entrevue d'aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à discuter avec Mélissa. Vous allez voir, on parle beaucoup d'argent, de conception de l'argent, de comment les femmes se présentent en lien avec cette idée de salaire et de valeur. Et elle nous donne des trucs justement pour comment approcher une conception de la rémunération qui va être, encore une fois, plus éthique et dans laquelle on va se sentir peut-être mieux. Alors, j'en dis pas plus, je vous laisse avec Mélissa et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et à lever mon verre virtuel à toutes vos ambitions. Salut Mélissa, bienvenue sur l'Ambition au féminin. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec moi. C'est tellement un plaisir. C'est tout le temps le fun de parler à des nouvelles personnes. On se connaît un peu de LinkedIn, on se suit à cet endroit-là, mais je trouve que c'est une belle opportunité, le podcast, pour approfondir des conversations puis connaître un peu plus sur les expertises des autres. Donc, je suis contente de t'avoir avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis moi aussi, je crois beaucoup à la complémentarité. Donc, ça rend le tout encore plus riche. Cool. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton expertise qui est la rémunération. Donc, on va parler d'argent, mais on va parler aussi de la relation entre travail-argent, femme-salaire, puis tout ce qui vient autour de la transparence aussi, de la discussion qu'on peut avoir autour de la rémunération parce que t'en as fait ton expertise. Alors, ma première question pour toi, ça serait, c'est quoi, toi, ta relation à l'argent, puis pourquoi t'en as fait un focus dans ta vie professionnelle? Super intéressant. En fait, mon focus n'est pas l'argent en tant que tel, mais mon but, c'est de venir un petit peu démocratiser, simplifier justement soit la relation avec l'argent ou comment on monte des programmes parce que puis c'est intéressant parce que quand tu m'as demandé de participer, je me disais moi en fait je conseille des employeurs, mais je me dis ça va être intéressant d'avoir l'autre côté de la médaille avec les employés parce que je forme aussi des employés. Mais donc mon focus c'est surtout pour simplifier, faciliter parce que je viens du monde des ressources humaines. Puis je trouvais que vraiment, j'aime creuser puis approfondir. Puis je trouvais que c'était le bout le plus compliqué. Puis c'est même avec mes collègues RH, c'est la même chose. J'entends souvent, c'est mon maillon le plus faible en ressources humaines. J'ai souvent l'impression qu'il m'en manque un bout. Donc je me suis fait en fait un peu de mission de faciliter puis simplifier cette gestion de la rémunération-là. Puis là, quand tu dis, tu sais, ton focus, c'est pas l'argent, mais la rémunération, comment est-ce que tu sais, parce que nous, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, comment tu vois cette nuance-là?
Tu parles entre l'argent proprement dit et la rémunération, parce que c'est sûr que oui, c'est la pointe de l'iceberg, mais souvent, je dirais même tout le temps, quand les gens, dans le fond, se comparent, c'est pas nouveau, là, j'apprends rien à personne ici, et même que de plus en plus les gens se parlent ouvertement de leur salaire. Avant, c'était tabou, maintenant, il y a tabou à cet effet-là. La première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis la deuxième, c'est presque c'est quoi ton salaire? Donc, donc c'est aussi de dire quand si quelqu'un veut un salaire plus élevé dans la vie, pourra toujours en avoir un. Par contre, il faut aussi prendre en compte les autres conditions autres que le salaire. Donc, on travaille pas seulement pour un salaire, sinon c'est sûr que on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on en reparlera tantôt, mais peut-être plus de transparence le ferait aussi. Donc, la nuance que je fais entre les deux, c'est d'enlever le focus seulement sur le salaire pour pouvoir... en fait, si on oublie notre salaire, puis on sait comment ça fonctionne, on comprend que c'est équitable. Oui, il y a certaines entreprises qui sont plus transparentes, comme on le disait, mais quand même, si j'ai confiance en mon employeur, ben mon salaire, je sais que c'est équitable et que ça fonctionne. Et voilà, donc, mais c'est ça, on en reparlera tantôt aussi, mais oui, je constate que les femmes et l'argent, c'est pas toujours évident et facile, là. Mais je trouve ça intéressant parce que en tant que, tu sais, en entrepreneuriat, puis moi ici sur l'ambition féminin, j'ai beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs justement, puis on parle beaucoup de pricing, de valeur quand on offre nos services, et pas de focusser justement sur juste, tu sais, combien vaut la transaction ou combien d'heures j'ai passé ou des choses comme ça. Puis j'ai l'impression que la façon dont la rémunération devait être comprise, c'est plus en termes de valeur qu'en termes d'argent, justement. Oui, là, je me mets mon chapeau employeur et chapeau employé parce qu'il y a deux côtés de la médaille, selon moi. Quand une entreprise évalue, disons, un salaire, la première des choses, c'est qu'ils ne penseront pas à la personne. Donc, je veux pas offusquer personne, mais dans le sens, bon, mais c'est un poste, là, je parle plus, disons, en employé en entreprise. Bon, tu es, disons, conseillère en marketing. Ben, ils vont voir c'est quoi le besoin de l'employeur, mais voici les responsabilités. Parce que souvent, on est très, très attaché à nos titres, mais le titre, à la limite, les entreprises ne le regardent même pas au début. Ils regardent c'est quoi les responsabilités. Puis j'établis une valeur de ce poste-là à l'interne, donc dans mon entreprise, disons, comme c'est quoi l'envergure de ce rôle-là, puis à l'externe, qui est le marché. Souvent, les employés, donc nous-mêmes, on pense à notre valeur, nous, comme personne. Oui, c'est primordial, mais il faut aussi penser à notre valeur à nous dans le poste qu'on occupe et non pas notre valeur à nous, point. Parce que si on dit... mais par contre, je vous encouragerais, si on veut dire, ben moi, je veux chercher un poste qui correspond à ma valeur sur le marché, ou comme on dit, go for it. Mais si je me mets d'un point de vue employeur, c'est souvent là la déconnexion entre les deux, le disconnect entre les deux, parce que les personnes pensent à leur valeur et les employeurs pensent, oui, à ta valeur à toi, mais dans le poste que tu occupes. Tu sais, pour faire une image, c'est pas péjoratif, mais si, disons, t'es caissier ou caissière chez IGA, puis que tu as un doctorat en biochimie, ben c'est certain qu'il y a un maximum que l'employeur va être prêt à payer pour la valeur du poste. Donc, je vais pas être trop technique, mais juste pour faire une petite nuance entre les deux. Non, c'est super intéressant parce que d'un autre côté, puis moi, j'ai été conseillère, j'ai été dans des postes de communication dans plusieurs entreprises dans ma vie avant de lancer Aime ta marque, puis j'ai vraiment vu le gros range de salaire qu'on pouvait m'offrir pour, tu sais, sensiblement la même expertise que j'avais, mais dépendamment aussi de la compréhension de l'employeur de ce que je faisais, tu sais. Oui. Puis je pense que le marketing puis les communications, c'est un bon exemple pour dire que souvent, ça a une valeur intangible pour un employeur. Ils ont l'impression qu'ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils savent pas trop qu'est-ce que ça fait, ces gens-là, concrètement. Oui. Puis, je dis oui, mais je vois des gros efforts des employeurs de se rapprocher et des gestionnaires surtout aussi. Puis aussi, autre élément, mais je pense que le coupable c'est le manque d'information / le manque de compréhension. C'est vraiment là le nerf de la guerre de dire, d'expliquer comment ça fonctionne chez nous. Parce que si quelqu'un dit, moi, je fais mes recherches, c'est facile d'aller voir sur Internet, mais la plupart du temps, on voit seulement un titre. Puis je reparle encore des titres, mais justement, pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui était directeur
directeur, c'est un homme, mais homme ou femme, c'est pas grave, directeur principal, insérer une spécialité ici, et la personne ne supervise pas d'employés, aucune personne, mais voulait le titre de directeur principal. Mais c'est sûr que s'il fait ses recherches, il va dire, moi, je suis directeur principal, mais en fait, on connaît pas la stratégie de l'employeur de rémunération. Est-ce qu'il y a un rôle clair? Souvent, quand on demande, d'ailleurs, récemment, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a suscité beaucoup d'intérêt, de dire, souvent, les descriptions de poste, souvent, il n'y en a pas, sont pas claires. C'est sûr que comme on veut bien faire dans la vie, souvent, on travaille en fonction de ce qu'on aime faire, que ce qu'on croit qu'il est la bonne chose à faire. Mais par contre, est-ce que les employés savent concrètement ce que l'employeur attend d'eux? Pas toujours. Puis puis je me dis aussi, on pousse plus loin, est-ce que c'est toujours le salaire le coupable ou la relation avec ton gestionnaire? Est-ce que vous avez des one-on-one fréquents? Est-ce que c'est ouvert et dit, moi, voici mon potentiel, voici où je me vois, j'aimerais évoluer vers ça? Ou même, on pousse plus loin de dire, moi, je vois qu'il n'y a pas de possibilité d'avancement ici, fait que je te donne un bon 3 ans. Puis après ça, je regarderai peut-être ailleurs. Puis il y a dans le fond, de développer de la relation de proximité avec vos gestionnaires, c'est la clé aussi. Non, c'est intéressant, puis parce que c'est super psychologique, puis comme tu dis, ça évolue beaucoup dans le flou, oui. Parce que d'une entreprise à une autre, d'une industrie à une autre, d'un employeur à un autre, puis j'imagine aussi de l'expérience d'un employeur, tu sais, quelqu'un qui commence à engager du personnel, tu sais, dans une entreprise qui est peut-être en croissance, ils n'ont pas non plus cette expertise-là pour vraiment bien cerner, justement, est-ce que je suis en train de bien valoriser l'employé que je veux amener dans mon entreprise, puis est-ce que ça peut vraiment être... Oui, c'est pas juste un exécutant, dans le fond. Oui, exactement. Puis souvent, on veut bien faire. Disons, si on pense à des startups, t'as des gens devant toi. Oh, parfait, ça fit, je vais créer une place. Ils demandent un salaire, parfait, je vais lui donner. Puis là, avec le temps, on se rend compte que finalement, je l'ai peut-être surpayé, je l'ai peut-être sous-payé. Puis là, on parle pas seulement de femmes, mais aussi, justement, la semaine dernière, j'ai entendu de mes oreilles disant lui c'est une personne d'origine chinoise, c'est bon, lui il nous coûtera pas cher. Je suis comme, oh mon Dieu, on entend encore ça puis pourtant c'est un rôle de développeur là, c'est de haute voltige. Mais puis tantôt tu disais aussi, j'entends beaucoup que oui, c'est subjectif, c'est pour ça que ça fonctionne pas, mais c'est certain que si on veut s'éloigner, OK, parfait, on s'éloigne de cette évaluation subjective, on va y aller avec des échelons par ancienneté pour presque prévoir ton salaire, mais ça aussi, ça fonctionne pas. Si on veut enlever le gris, il faut y aller avec des échelons par ancienneté. Puis si on se fie aux mécontents dans les conflits qu'on voit en termes de relations de travail pour les personnes syndiquées, ça aussi, le mécontentement ou ça persiste. Donc, est-ce que c'est vraiment le salaire le coupable ou le manque de confiance envers l'employeur, ton gestionnaire, le manque de communication, le manque de rétroaction aussi, le manque aussi de discussion, de dire, moi, voici où j'ai le potentiel, voici vers où je veux évoluer. Ouais, puis encore une fois, moi, j'ai fait tous les postes, j'ai été syndiquée, non syndiquée, puis effectivement, on en arrive toujours là, mais en tant qu'employé, à se demander, tu sais, on se situe par rapport à, encore une fois, notre perception de notre propre valeur, ce qui me mène peut-être un peu plus à la conversation autour des femmes, puis à la fameuse question qu'on pose en entrevue tu sais, c'est quoi tes attentes salariales? Mm-hmm. Puis moi, personnellement, ça a toujours été un issue de devoir comme donner un chiffre, parce qu'encore une fois, tu sais, tu veux la job, tu penses que tu as une opportunité intéressante là, tu veux pas te brûler des ponts, en même temps, tu sais, t'es peut-être nouveau ou peut-être tu viens d'une autre industrie, tu sais, comme, pourquoi il y a autant de secrets autour de la rémunération, puis pourquoi est-ce qu'on se sent tout le temps comme piégé dans ce genre de questions, selon toi? Excellente question, puis je ferai une petite parenthèse d'ailleurs, les employeurs qui sont encore dans ce schème-là, dans le fond, selon moi, ça va rattraper très vite parce que juste pas loin de chez nous, Massachusetts, il y a vraiment une loi qui vient de passer. Donc, on ne peut plus demander justement c'est quoi l'historique, qu'est-ce que tu fais actuellement comme salaire. Donc, c'est sûr que ça encourage, puis moi, j'encouragerais tous les employeurs à transformer la question quelles sont tes attentes salariales? Parce que tes attentes salariales sont peut-être très différentes de ce que tu fais actuellement. Exemple,
si on parle de femmes, ben, il y a peut-être des retours de congé de maternité. Souvent, on se le cachera pas, là, quand on est en congé de maternité, on revient, ben le salaire est peut-être plus bas que le potentiel. Donc, même pour des personnes qui sont en entrevue, donc dans ton ancienne vie, je t'aurais encouragé à dire, ben justement, transforme la question. Regarde, moi, j'aimerais vous inciter j'aimerais, vous dire quelles sont mes attentes salariales pour ce poste-là. Puis même à côté de chez nous, en Ontario, il y avait une loi sur la transparence salariale qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Ça a été reporté, mais il n'y a pas de date encore, là, mais ça va être très bientôt. Puis justement, les employeurs ne pourront plus demander l'historique de rémunération. Dans les affichages de poste, obligatoirement devront diffuser l'échelle salariale. Les employeurs qui ont plus de 100 employés vont devoir fournir un rapport sur la transparence salariale. Donc, première des choses, donc tout ça pour dire que ça s'en vient très bientôt. Puis pourquoi c'est encore tabou? Parce que c'est certain que la transparence, c'est complexe et ça demande beaucoup d'efforts. C'est sûr qu'il faut... c'est ça, la transparence est exigeante, en fait. Il faut vraiment tout définir, nos postes, les besoins. Puis moi, j'encourage beaucoup les employeurs à impliquer les employés. Souvent, mon Dieu, je peux pas impliquer mes employés dans le salaire, c'est tellement sensible, mais oui, c'est possible de le faire, de les impliquer à certaines étapes, justement, de toute cette évaluation-là de la valeur des salaires aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent en type d'heures travaillées, puis de... Ben, je sais pas, tu sais, comme ça, c'est une autre affaire que je trouve maintenant avec, bon, le télétravail, les nouvelles façons de travailler, tu sais, veut pas, on a une structure plus fluide qui va s'instaurer. Puis ce sera plus comme je punch in, je punch out, puis je suis payée à l'heure. Est-ce que tu penses que ça va être positif dans cette perception, peut-être de cette reconfiguration un peu de la façon dont on pense à la rémunération ou quoi? Selon moi, oui, puis je le vois de plus en plus de dire, il y a toujours la fameuse semaine normale de travail, mais maintenant de plus compter en termes d'heures, mais de résultats. Puis il y a beaucoup d'organisations avec lesquelles je travaille qui disent, ben moi, dans le fond, tu sais, peu importe le nombre d'heures que tu fais, c'est sûr qu'il y a des lois à respecter, des normes du travail, bien sûr, mais de dire, ben si tu as terminé, dans le fond, voici, on y va avec le livrable plutôt que les heures travaillées. Puis ça fonctionne dans les deux sens, parce que je vois aussi des employés qui sont en bon québécois, des puncheux. Je le vois aussi, donc des gens qui sont moins engagés. C'est certain si c'est du donnant-donnant, on voit que l'employeur dit, ben voici, je suis très flexible dans tes heures de travail. Puis il y en a beaucoup aussi qui disent, ben moi, si t'es plus productif le soir que le matin, ben c'est parfait. Donc vas-y comme ça. Mais peut-être que de moins en moins, j'en côtoie des employeurs qui sont, comme on dit, à l'heure, comme tu le mentionnes ici, avec c'est plus en termes, c'est ça, de responsabilisons. Les gens, c'est des adultes responsables, donc on leur fait confiance. Puis c'est sûr que plus on sent qu'on te fait confiance, ben t'es sûrement incité à donner l'extra mile là, pour au niveau de l'engagement puis la mobilisation aussi. Puis là, on parle de la transparence du point de vue employeur, mais en tant qu'employé, est-ce que ça génère peut-être un peu d'inconfort de savoir que les gens, ils savent combien tu gagnes? Oui, c'est super intéressant parce que d'ailleurs, récemment, j'ai lu une petite étude parce que moi, j'ai mon expérience personnelle, mais c'est des économistes de Harvard qui sont allés dans une banque. En fait, il y avait 2000 employés, puis ils ont demandé justement pour voir c'est quoi c'est quoi les effets de creuser vraiment, les effets de la transparence. Fait qu'ils ont demandé comme un jeu. Ils ont dit, est-ce que tu pourrais deviner le salaire de 5 de tes collègues? Je te donne les noms. Puis tu gagnes un prix quand tu es le plus proche des vrais résultats. Le price is right. Exactement, c'est ça. Puis les gens le savaient là, que c'était une étude. Donc, il y a 60% des gens qui ont dit oui, c'est sûr que je suis confiant de deviner le salaire. Puis finalement, il y a seulement le tiers qui ont trouvé les vrais salaires de 5 de leurs collègues proches. Puis dans l'étude, ils ont poussé plus loin, ils ont demandé, est-ce que tu accepterais qu'on partage ton salaire à d'autres de tes collègues? Et la plupart ont répondu non. Donc, ils ne voulaient pas partager leur salaire, puis de dire, on serait même prêt à payer pour ne pas que tu diffuses mon salaire à mes collègues. Wow. Donc, les constats qui ont sorti de ça, puis c'est ce que je vois aussi souvent, c'est pas nécessairement les chiffres, mais c'est les discussions autour que les gens veulent éviter. Autant employés, gestionnaires,
c'est complexe les salaires, c'est sensible les salaires. Si on a, comme tantôt tu parlais de perception, si on a la perception, disons qu'on gagne plus qu'un de nos collègues, puis qu'on apprend que finalement lui ou elle gagne plus que nous, mais c'est sûr que ça peut être démotivant aussi à ce moment-là. Donc c'est vraiment sensible. Mais il y en a des belles histoires, pas encore beaucoup, parce qu'il y a justement, récemment, on vient de faire une enquête sur les avantages sociaux, puis il y avait un bout sur la transparence, puis il y a encore 53% exactement des employeurs qui ne partagent pas d'informations salariales à leurs employés. Donc, il y en a beaucoup, puis c'est une enquête pour les PME, mais la grande entreprise, c'est la même chose. Donc, il y a encore, puis ça fait des années qu'on parle de ça comme tendance, la transparence et tout. Mais tout ça pour dire que même les études récentes, c'est Harvard Business School, c'est quand même très sérieux. Ça démontre que même pour des employés, sont pas prêts encore à parler ouvertement de ça. Puis ils ont même découvert aussi que les gens préféraient avoir accès à l'information, disons, de le voir sur Internet que d'en discuter avec les collègues. D'où les fameux Glassdoor, LinkedIn Salary. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver bien sûr, et que vous avez probablement fouillé sur le web à cet effet-là. Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, quand je faisais des entrevues, j'avais regardé un petit peu à ce niveau-là, mais tu sais, c'est très subjectif, encore une fois, du type de responsabilité que tu as. Puis tu sais, comme par exemple, moi, j'ai travaillé à Concordia où on était dans un contexte syndiqué avec des échelles salariales. Mais ce que je trouvais peut-être un peu difficile, c'est que oui, t'as l'échelle salariale, mais t'as pas... tu sais, t'as des descriptions de postes, mais de passer, mettons, d'une échelle salariale à l'autre ou de passer d'un poste de professionnel à gestionnaire, tu sais, il y avait pas tant de transparence non plus à ce niveau-là, tu sais. Alors que j'ai l'impression que, tu sais, dans les contextes syndiqués, ça a l'air tellement carré, mais on sait tous que les ressources humaines puis l'avancement professionnel, c'est quand même assez fluide et c'est très interpersonnel. Fait que, transparence à ce niveau-là aussi, est-ce que tu le mets dans le même bateau? Est-ce que tu vois ça différemment? Je le mets dans le même bateau, puis intéressant que tu demandes ça parce que tu ton commentaire, parce que souvent, tous les mandats que je réalise, je dis, on doit présenter aux employés de la politique. Parce que c'est sûr que si on ne dit rien, c'est sûr que si tu es dans une pièce où il fait noir, ben c'est sûr que tu veux ouvrir la lumière. Donc, si tu es dans une pièce qui fait noir, ben tu veux... c'est ça. La transparence, ça veut pas dire d'ouvrir tous les rideaux, mais tu peux mettre un petit voile délicat devant ou tu peux ouvrir un petit peu les volets. Donc, tout ça pour dire que quand je présente aux employés, voici la politique de rémunération. Il y a certaines entreprises qui vont dire, ben moi, je vais être plus transparent que d'autres. Ça, c'est effectivement. Mais juste de comprendre comment ça fonctionne. Voici quand tu vas avoir ta révision. Voici, disons, les différents mouvements salariaux possibles. Voici comment est découpée une échelle salariale. Donc, je pose la question avant de commencer aux employés. Pouvez-vous lever la main ici, ceux qui ont déjà eu une présentation dans une ancienne vie sur comment ça fonctionne la rémunération dans l'entreprise? Puis tu serais surprise du nombre de mains qui se lèvent. C'est encore vraiment pas assez fréquent. Donc, première des choses. Puis deuxième des choses, il y a des entreprises aussi, justement, comme tu le dis, de dire, ben voici mon échelle, mais moi, j'aspirerais à un rôle, disons, de lead ou de directrice ou de manager, ben quelle serait l'échelle? C'est quoi mon potentiel? Donc, pourquoi pas le montrer? De dire, c'est l'échelle... donc, ça montre aussi qu'il y a une ouverture, puis ça ouvre la discussion, comme je disais tantôt, avec l'employeur aussi. Puis, petite parenthèse aussi, je suis bonne dans les parenthèses, par rapport aux femmes, parce que si je vois souvent dans mon entourage, puis je le lis aussi beaucoup, disons qu'on voit un affichage de poste, puis là, les filles vont dire « Ah, ben j'ai pas tout à fait ça, j'appliquerai pas, je lis ça, puis je l'ai pas tout à fait, donc je pense que je postulerai pas. » Mais les hommes, puis c'est prouvé, les hommes, même s'ils ont pas toutes les qualifications ou qu'ils sentent qu'ils sont pas encore up and running, comme on dit, ils vont appliquer pareil. Donc, ne vous empêchez pas de postuler pour des postes, même si vous voyez que vous n'avez pas toutes les qualifications requises, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qu'on va aller payer au marché. Au marché, quand on paye quelqu'un, disons, au fameux marché, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son rôle, qu'on n'entend pas parler de lui ou d'elle pour les bonnes raisons. Mais c'est sûr que si tu es en développement dans ce rôle-là, mais tu vas être payé en dessous du marché, mais ça s'explique. Donc, message pour les filles qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler, même si vous n'avez pas tous les requis.
Ouais, puis là, ça me fait penser à ce que tu avais dit un petit peu plus tôt à propos du biais cognitif sur c'est un Chinois, on va le payer moins cher, tu sais. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu peut-être ce qui se passe de façon inconsciente dans la dans l'emploi, là, dans la recherche d'emploi que. Puis là, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mythe, puis là, je voulais savoir si tu penses que c'est un mythe ou non. Tu sais, moi, j'ai ma propre opinion, mais bon, hein. Qu'il y a ce biais cognitif envers les femmes qu'elles méritent bien souvent. Mérite est je le mets entre guillemets, un salaire moins élevé à cause justement d'un potentiel peut-être de disponibilité mentale ou de disponibilité, peu importe, ou de skills, ou qui serait moindre qu'un homme et que ça se reflèterait peut-être dans accepter ou non un salaire, de leur payer un salaire qui est plus juste. Et je sais pas. C'est drôle, moi je l'ai pas, puis pourtant ma clientèle type, c'est surtout des femmes, les filles au RH, c'est beaucoup des femmes, les entrepreneurs aussi, mais je le perçois pas, Okay. Puis même, pas dans mon expérience du moins, puis c'est intéressant parce que, disons, on prend une CEO, souvent je vais entendre, hey, c'est une CEO, une présidente, ben, elle a 4 enfants. Mais est-ce qu'on va dire ça la même chose lui, il est CEO, il a 4 enfants, il est bon? Non. Donc, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense que les femmes, on a aussi une part à jouer là-dedans parce que tantôt je disais souvent on se sous-estime. D'ailleurs, on aurait pu faire un épisode avec la charmante Anouane Abdou sur le syndrome de l'imposteur parce que imposteur et salaire est intimement lié chez les femmes, c'est clair. J'ai fait, je sais pas si vous en aviez déjà parlé, là, j'ai fait le programme L'Effet A, qui c'est vraiment génial. Les 3 axes principaux, c'est renforcer sa confiance. Ça touche évidemment les femmes, la prise de risque, puis développer son influence et son réseau interne. Puis j'arrive là-bas, puis je vois des VP de grands bureaux, des collègues que j'avais vus, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces filles-là? Donc souvent, c'est nous les premières coupables parce qu'on a le même potentiel, mais souvent on se freine ou on s'empêche, puis la charge mentale, souvent, j'oserais même dire, je vais peut-être me faire lancer des briques, là, mais souvent, c'est nous-mêmes qui nous la mettons, cette charge mentale-là. Vous irez écouter sur YouTube, j'avais vu c'est vraiment très rigolo. C'est un expert en mariage, il s'appelle Mark Gungor. Bref, on promet les références. Ouais, il explique la différence entre le cerveau d'une femme et celui d'un homme. Il dit, en blague, il dit, l'homme, dans le cerveau de l'homme, il y a des boîtes, une boîte qui touche l'argent, une boîte le travail, une boîte la conjointe. Puis quand il veut parler d'un sujet, il prend la boîte, il l'ouvre et il ne parle que de ce sujet. Puis là, après ça, c'est rigolo parce qu'il va voir le cerveau des femmes. Il dit, les femmes, il n'y a pas de boîte, il y a juste des fils qui se touchent, qui s'entremêlent ensemble, puis tous les sujets se mélangent. Donc, c'est peut-être cliché, mais je me dis, on a quand même, je pense, on se met beaucoup de pression. Je ne veux pas généraliser, mais ce que je vois beaucoup. Puis même en coaching avec souvent c'est des filles au RH, là, souvent ça déborde en coaching, go girl, t'es capable, puis même on parle, il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'équité salariale, souvent les personnes qui sont touchées, c'est souvent même des personnes qui occupent des rôles de ressources humaines aussi, donc on a quand même une part à jouer, c'est pas de devenir, je vais aller au front, mais juste d'avoir plus confiance en notre valeur, d'enlever cet imposteur-là qui est en nous. Voilà, mon 2 cents. Ouais. Super intéressant, puis je vais mettre le lien aussi vers l'épisode où je parle de charge mentale puis comment je la comprends, puis c'est un peu comme tu dis, autant notre responsabilité que quand même des attentes sociales, on va pas se le cacher, du rôle de la femme. Je vais aussi mettre l'épisode de Anouar Abdou sur le syndrome de l'imposteur, et il y en a un autre qui est sorti en novembre où je parlais de est-ce qu'on devrait divulguer notre salaire ou nos revenus, notre chiffre d'affaires. Bref. Ce que je voulais aussi peut-être te poser comme question, c'est est-ce que dans cette responsabilité que tu vois autour de l'équité salariale et tout ça, on devrait en tant que femme être plus ouverte justement à partager notre salaire ouvertement et être plus transparente?
Mais moi, je le vois pas seulement femme. Je vois, dans le fond, de part et d'autre, même souvent, mais là, c'est sûr que dans le contexte actuel, c'est particulier, mais souvent, avant les réunions, j'allais dans des cafés, puis je peux pas nommer l'organisation, c'est une entreprise que tout le monde connaît, puis elle est très, très en vogue. Il y a des employés qui parlaient de leur salaire, puis là, il y en a qui étaient « Ah, comment ça, tu gagnes ça? » Puis là, ils parlaient ouvertement, puis il y avait des gars, des filles, puis il y avait une fille, entre autres, je me rappelle, elle gagnait, puis j'ai vraiment tout écouté leur conversation, elle gagnait plus qu'un homme, puis lui, il était... Il était choqué. Il était choqué parce que son visage était choqué. C'est sûr que tu voyais qu'il était offusqué. Mais c'est pour ça aussi que moi, j'encourage beaucoup les entreprises à parler de comment ça fonctionne. Parce que c'est la rémunération dans une entreprise, tu peux, même si on fait les recherches sur Internet, on regarde les postes, on peut avoir une certaine idée, mais on connaît jamais la stratégie de l'employeur. C'est quoi son positionnement au marché? Est-ce qu'il y a des postes plus... des postes clés pour lesquels il va être plus agressif au marché, mais puis même si on s'en parle ouvertement des salaires, je me répète encore, mais si on comprend pas comment ça fonctionne, c'est notre perception qui va entrer en ligne de compte. Ça se peut qu'effectivement, ça s'explique qu'on a un collègue qui fait exactement la même job que nous, que ce soit un homme ou une femme, qui fasse plus et que ça s'explique. Donc, sauf que c'est ça, c'est souvent hors contexte, ben c'est ça, c'est nos réflexes premiers de perception qui rentrent en ligne de compte. Fait que moi, je dirais homme, femme, ou pas sûr de son sexe, oui, parlons de nos salaires. Puis, je pense que c'est un bon point parce que même quand, dans cet épisode où je discutais de parler du chiffre d'affaires, tu sais, c'est juste que si tu lances ton chiffre d'affaires, puis les gens ont pas cette éducation financière-là pour comprendre, tu sais, un chiffre d'affaires, ça veut rien dire si c'est pas contextualisé par rapport aux dépenses, par rapport à, tu sais, dans le sens, ça peut avoir l'air gros, mais, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on... Tu sais, toute cette histoire qu'on se fait dans notre tête. Oui. Puis l'autre petit point que je voulais faire, c'était que le lien aussi entre valeur de nous-mêmes, puis je pense que nous, les femmes, on a tendance souvent à entendre, mettons, OK, un homme va gagner plus que moi, c'est probablement parce qu'il y a plus de qualifications, tandis que peut-être qu'un homme qui entendrait qu'une femme gagne plus qu'elle va juste se dire, ben comment je fais pour aller le chercher, tu sais, comme je vais aller parler à mon boss pour lui dire, tu sais, by the way, je pense qu'on fait pas mal la même affaire. Fait qu'il y a aussi cette notion de s'identifier avec notre salaire, puis de se dire, tu sais, il faut que je suive une... Tu sais, je pense qu'on a cette idée qu'il faut que... Tu peux pas passer, mettons, de 40 000 à 80 000, tu sais. Mais faut que tu fasses 40 000, 50, 60... Tu sais, il y a cette... Je pense qu'il y a cette notion-là, des fois, que les femmes qui ont peut-être besoin de travailler un peu leur confiance, de réaliser que ton salaire, c'est pas une représentation de qui tu es à ce moment-là. Oui, nécessairement, complètement, là. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un gestionnaire que j'aime beaucoup du groupement des chefs d'entreprise, Michel Bonda, qui disait on associe souvent notre valeur personnelle à notre valeur marchande. Puis c'est instantané. Comme on dit au début, la première question qu'on va te poser, tu fais quoi dans la vie? Puis après ça, c'est quoi ton salaire? Puis on va associer un standing à ça. Puis tantôt, j'ai le goût de te challenger parce que disons, on ne passera jamais de 40 000 à 80. Pourquoi pas? Si tu occupes un rôle... disons, tu occupes un rôle, disons, d'entrée, puis après ça, tu occupes un rôle de professionnel. Puis même la semaine dernière, j'étais dans une entreprise, puis c'est une des rares filles des RH, une directrice ressources humaines que j'ai vue, qui a dit « Ah, moi, ça me gêne pas du tout de parler de salaire. » Puis elle dit « Moi, je prends ça en charge. » Puis elle est allée voir son boss, elle dit « Excuse-moi, elle dit « Je vois les autres directeurs... dans le fond, on a discuté de nos salaires, puis elle dit, moi, je mérite ça. Puis ils ont donné une augmentation de 10 000 $, puis elle dit, non, je la refuse, je veux plus que ça, je vaux plus que ça, puis j'occupe les souliers plus grands que ça. Puis elle l'a eu. Donc, c'est d'avoir, c'est de prendre l'information, de regrouper cette info-là. C'est sûr que si vous dites, ben je veux, tu sais, dans le contexte actuel, c'est sûr que les conditions sont en général moins favorables, puis votre pouvoir de négo, il est peut-être diminué un peu, mais par contre, si vous voulez demander une augmentation, associez pas ça, dire ben oui, j'ai un niveau de vie. Souvent, je l'entends de dire ben oui, mais j'ai un contenu à payer. Ça, c'est l'employeur. Non, c'est pas où j'ai des frustrations. Non, exactement. Faites vos. Eux doivent faire leur devoir, mais vous aussi. Donc, allez poser des questions. Comment ça fonctionne? Creuser. Vous avez pas de description de poste. Ben c'est quoi mon poste? C'est quoi tes attentes envers moi? Donc, je pense que les deux, de part et d'autre. C'est souhaitable, puis de pas avoir peur de discuter, d'ouvrir le sujet, parce que je le vois beaucoup, des filles qui, bon, ils sont toutes, en bon québécois, crinquées, puis ils arrivent, puis ils dégonflent un peu, mais non,
il y a une manière de l'adresser, donc de parler en toute transparence du côté de l'employé aussi à son employeur. Juste une petite ressource intéressante parce que j'ai lu un excellent livre sur la négociation. Sérieusement, ça a changé genre ma vie. Ça s'appelle Never Split the Difference de Chris Voss. C'est un ancien négociateur du FBI qui est devenu genre un pro-négociateur. Il y a des cours sur Master Code, je sais pas en tout cas. Okay. Mais ce livre-là, Ne coupez jamais la poire en deux, en termes de réflexion autour de tout type de négociation puis comment se préparer pour des négociations. En tout cas, je le recommande à tous. Puis je veux juste aussi noter que je ne pense pas que tu ne peux pas passer de 40 à 80 minutes. Non, les gens ont cette petite, peut-être, idée qu'il y a comme un cheminement à suivre parfois qui est tout à fait arbitraire. Je comprends. Je vais te poser une dernière petite question aujourd'hui par rapport à, mettons que, bon, moi, j'ai une entreprise, puis je veux être, tu sais, je veux mettre en place des bonnes pratiques, justement, en termes de rémunération, mais je suis à mes débuts, tu sais, genre, j'ai pas comme beaucoup d'argent nécessairement, tu sais, mon cash flow est pas si grand, mais je veux traiter l'équipe que je vais commencer à former la mieux possible. Qu'est-ce que tu nous suggères, tu sais, en termes de, bon, rémunération, transparence, ou comment est-ce qu'on peut approcher la question? OK, ben j'avoue que ça demande quand même beaucoup de travail, mais c'est pas impossible. Mais la première des choses, c'est quel est mon besoin en termes de poste. Souvent, je vois les startups qui disent « Ah, lui, il fit chez nous, je le veux, will ou will. » Mais c'est quoi mon besoin? Parce que c'est certain que si t'as pas beaucoup de budget, mais tu prends quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, que tu donnes un certain titre, ben il va quand même avoir les attentes qui vont après ça. Mais c'est certain que même pour donc de définir le poste, après ça, d'établir la valeur de marché, ça, je vais être super honnête, c'est difficile de trouver de l'information valide quand on ne paye pas pour des études sérieuses. Parce que je dis pas que l'Internet, mais ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas toujours fiable. Puis souvent, on ne voit même pas la description de poste non plus. Donc, quelqu'un qui commence, mais c'est certain qu'il faut se faire appuyer quand même. Puis il y a des professionnels, si le budget n'est pas au rendez-vous pour avoir quelqu'un qui est là à temps plein, mais il y a des professionnels pour aider à mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Mais je pense que la rémunération... oui, entre autres, mais pour la rémunération, mais je pense aussi pour mettre la base, solidifier la base, parce que, tu sais, je fais souvent le parallèle avec une maison. Souvent, on veut mettre le toit, le salaire, mais souvent, c'est pas le salaire. Le problème, c'est la fondation. Donc, c'est quoi ton besoin dans monsieur ou madame l'employeur? Donc, de quoi tu as besoin? Après ça, de le décrire, ton besoin, puis parce que quelqu'un de très près de moi, petite parenthèse, elle dit « Ah ben là, je suis sous-payée, j'en fais beaucoup plus que ce qui est demandé. » C'est sûr que quand on n'a pas d'infos, on déforme souvent la réalité. Puis je dis « Est-ce que tu as ta description de poste? » La personne est allée le retrouver, puis elle regarde la description, elle dit « Ah ben c'est exactement ça que je fais. » Donc, tout est lié à ça. Donc, c'est ça, solidifier la base. Puis souvent, la rémunération arrive malheureusement après. Donc, souvent, on pense que c'est un problème de rémunération, mais c'est que la base n'est pas assez solide. Donc, tous les startups, je le sais que ça va vite. En PME, ça va vite. Même en grande entreprise, ça va vite. Mais c'est important. Puis les ressources humaines, vous en parlerez à mes collègues. Mes collègues RH sont mis à dure épreuve par les temps qui courent. Mais c'est positif, là, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont en mode réaction. Donc, mais tout ça, longue réponse pour dire qu'il faut quand même, c'est super important de solidifier la base puis vraiment de construire là-dessus, comme des Legos. En fond, tu mets pas le toit avant d'avoir mis la petite plaquette verte en bas. Ouais, non, ça c'est une bonne approche. Alors, où on peut en savoir plus sur toi, apprendre de ton expertise, te lire, te suivre? En fait, sur LinkedIn, le classique, Mélissa Pilon, ça me ferait plaisir. Sur le site de rémunération.co, Rémunération Éco. Puis, je donne aussi je disais tantôt que ma mission, c'était de former et de simplifier la rémunération. Donc, il y a une formation en janvier et dans d'autres dates aussi de ce que ça s'appelle Objectif Rémun pour les professionnels RH qui veulent vraiment contribuer à solidifier leur base en rémunération. Cool. Ben merci beaucoup. C'était vraiment une discussion absolument passionnante. Je nous souhaite beaucoup d'avancement en termes de rémunération, de ressources humaines, de femmes, d'ambition, de succès pour 2021. Oui, puis je suis honnêtement très encouragée de ce que je vois des organisations. Donc, on est là.
Good. Bien, merci de ton passage, puis je vais mettre tous les liens dont tu as parlé dans les notes de l'épisode. Puis sur ce, ben je te souhaite un beau début d'année, puis à très bientôt. À très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!